Bonjour et merci d'écouter ce nouveau podcast dans lequel on va parler de la culpabilisation dont on peut facilement être victime sur les réseaux sociaux de la parentalité et surtout que je n'entends personne. S'il vous plaît, y aller du déjà trop célèbre couplet le sentiment de culpabilité, tu sais, c'est le tien. Hein. Si tu le ressens, le problème vient de toi et pas de quelqu'un d'autre. Parce que ça, c'est juste le pathétique étendard que justement les culpabilisateurs aiment brandir pour se dédouaner un peu trop rapidement. Parce que oui, c'est sûr, la culpabilité, c'est chacun qui la ressent ou non. Mais à chaque fois qu'on formule un message destiné à être reçu et donc assimilé par autrui, on a une intention, et je suis formelle en affirmant que l'intention de certains, que ça les rassure sur leur légitimité, que ça les aide à mieux supporter leur propre sentiment de culpabilité ou que sais-je encore, certains ont bel et bien comme intention majeure de s'en venir escagasser le sentiment de culpabilité des autres. Parce que sinon, il n'y a aucune méprise possible, hein. Quand quelqu'un partage avec bienveillance un conseil, qu'il concerne l'éducation ou non d'ailleurs, ceux qui reçoivent ce conseil, qu'ils en aient besoin ou non d'ailleurs, ne se sentent pas coupables. Jamais. Ils se sentent compris, ils se sentent entendus, soutenus, ils se sentent aidés, ils se sentent reconnaissants, mais pas coupables. Une situation de communication met en rapport un émetteur, un message et un récepteur. Et la base de la communication non violente étant l'empathie, lorsqu'une personne exprime qu'elle ressent de la culpabilité suite à ce qu'on lui a dit, oser lui expliquer que cette culpabilité n'est pas notre problème, c'est une superbe hypocrisie. Alors c'est fini maintenant, il faut sans plus attendre tout bonnement tourner le dos aux hypocrites culpabilisateurs, qu'ils soient parents ou non d'ailleurs, à tous ces gens qui, sous couvert de vouloir donner des conseils, cherchent surtout à ressentir le sentiment de culpabilité qu'ils vont faire naître ou réveiller chez l'autre, comme pour pouvoir s'en nourrir, comme pour pouvoir s'en repaître. Mais pour pouvoir leur tourner le dos, encore faut-il les identifier, ces traîtres qui ne nous veulent pas tant de bien qu'ils le prétendent et qui soignent leurs propres doutes en réveillant les nôtres. Et de là, nous concentrer sur ce dont nous avons réellement besoin lorsque dans la vie nous vacillons ou nous doutons. Nous avons besoin d'un phare. Et là, attention les gars, je vais filer une métaphore comme rarement métaphore aura été filée de toute l'histoire des métaphores, s'il vous plaît, que même Ariane, celle de la mythologie avec son fil, pas Feu, celle du Club Dorothée, que même Ariane va en verdir de jalousie. Quand nous doutons, nous avons besoin d'un phare, une présence solide et silencieuse, qui ne juge pas, qui ne dicte pas, qui ne reproche pas, qui ne jubile pas, qui n'impose pas. Un phare, une présence solide et silencieuse qui nous éclaire sans nous aveugler, qui n'a pas vocation à nous faire entrevoir un unique chemin inaccessible. Tiens, tu vois, c'est là-bas que tu devrais être parmi les bons et les justes. Mais non, toi t'es juste là comme une grosse nouille dans la tempête. Mais qui balaye pour nous, avec nous, l'horizon complet, pour nous aider à voir ce qui se trouve bel et bien déjà là, mais qu'on n'arrive plus momentanément à distinguer, pour nous aider à voir tous les chemins possibles. Un phare, une présence solide et silencieuse qui nous éclaire sans nous aveugler. On reste à la barre, mais on n'est plus seul dans la tempête. Ouais, je vous avais prévenu, la métaphore du phare, elle marche à tous les coups. Et elle claque en plus, c'est beau comme dans un livre. Justement, en parlant de livres, j'ai été très flattée d'être contactée pour en recevoir un. Flattée déjà que l'auteur me contacte directement, flattée aussi qu'elle m'informe qu'une amie lui avait suggéré de le faire, et flattée surtout qu'elle m'explique que ma ligne éditoriale collait parfaitement au propos de son ouvrage intitulé « Non coupable sur les injonctions de la parentalité positive ». C'est toujours super appréciable quand quelqu'un nous dit, même de façon imagée, je comprends ce que tu fais et je suis d'accord avec ce pourquoi tu le fais. Alors forcément, j'ai accepté avec joie et reconnaissance de recevoir ce livre. Et dès le premier paragraphe de l'introduction, j'ai compris que j'avais sacrément bien fait. La plupart des livres que vous pourrez lire sur l'éducation positive ou bienveillante commencent par vous promettre que si vous avez tel ou tel problème avec votre enfant, vous avez frappé à la bonne porte. Mais pas celui-ci. Nous pensons que si déjà vous vous tournez vers un livre plutôt que vers le ceinturon pour éduquer vos enfants, c'est qu'en fait, vous n'avez pas véritablement de problème en tant que parent, que vous êtes un bon parent et que quelque part la parentalité positive ou bienveillante, vous la mettez déjà en pratique.
Le nous qui s'adresse à nous, qui n'est pas le même nous qu'eux, bref, on se comprend, mais peut-être plus pour longtemps, bref, c'est Aude Sécheret et Vincent Joly. La première est traductrice dans la littérature jeunesse et le second est psychologue auprès des enfants et des familles et, ensemble, ils ont écrit ce livre qui ne me désespère que sur un seul point. Je suis désespérée de réaliser qu'il était nécessaire de l'écrire, qu'il était nécessaire que des gens se retroussent les manches et entreprennent de démystifier les conseils en parentalité. Parce que presque toujours, dans les guides éducatifs, on trouve quoi ? Alors, d'un côté, une sorte de parentalité édulcorée, imbibée jusqu'à en dégorger de toute la littérature scientifique récente qui nous décrit dans le détail comment il faut faire, même pas pour éduquer, mais pour, s'il vous plaît, accompagner ses enfants, et qui nous assène le coup de grâce en affirmant que c'est facile et tellement épanouissant, si vous saviez. Mais non, vous ne savez pas, mais allez, c'est pas grave d'être des hérétiques ignares. Même ceux qui savent étaient hérétiques avant. Mais eux ont vu la lumière et pas vous. Et vous êtes là à tâtonner comme des ânes dans le noir, à la recherche de cet enfoiré d'interrupteur. Et vous entendez leur voix dans votre dos qui grince en persiflant. C'est tellement plus facile au quotidien, tu sais, et tellement épanouissant. Mais merde à la fin, et si c'était si facile, on y serait déjà dans les champs de la félicité parentale à courir nu et détendu au milieu de nuages de bienveillance d'où jamais aucun mot plus haut que l'autre ne fuit et sur lesquels le soleil du lâcher-prise darde ses rayons. Et de l'autre côté, il y a la littérature que j'ai envie de nommer la littérature de l'hystérie parentale, peut-être pour lutter contre cette espèce de pression occulte des premiers, peut-être par positionnement, je ne sais pas, n'empêche que voilà, là où les autres ont l'air trop théoriques, trop scolaires et trop pongoncés, l'idée ici semble être de prendre le créneau de la légèreté, du fun et du balèque, mais jusqu'à un paroxysme assez hallucinant. Du coup, dans ces ouvrages-là, les mères sont à moitié hystéro, forcément débordées, elles sont maladroites, et les pères sont toujours de gros bons à rien, infoutus de faire ne serait-ce qu'un plein de courses, ou de réchauffer la purée de brocoli du petit dernier. L'idée, c'est probablement de montrer qu'il faut relativiser, que de toute façon, en dépit de nos plans sur la comète pour atteindre un Éden moral de la parentalité, la vie nous emportera bien où elle veut. Ouais, l'idée c'est sûrement ça. Mais si c'est sûrement ça, alors pourquoi ne pas juste dire ça en fait? Pourquoi opposer à une caricature excessive, celle des parents épanouis dans une perfection théorique et aseptisée, une autre caricature excessive, celle de parents foireux qui rient ensemble d'être bien foireux? Ce que je veux, ce dont j'ai besoin en tant que parent, c'est d'un juste milieu. Je milite pour ça sur la chaîne. J'écris mes podcasts dans cette optique. Je veux pouvoir être le juste milieu de ceux et celles qui cherchent sur le web des échos à leur propre parentalité, de ceux qui sont là à la recherche d'une vision des choses à confronter à la leur, non pas pour l'aspirer radicalement, mais pour la mettre en résonance. Je ne suis pas celle qui a raison, je suis celle qui fait à sa façon et juste qui n'a pas forcément tort. Et je suis au-delà de ça curieuse de connaître les autres façons, parce qu'elles n'ont pas forcément tort. Quand on est parent, on ne peut pas refermer un bouquin un beau matin, lâcher un soupir de contentement et déclarer tout à coup « Aïe, maintenant, je sais, j'ai tout compris ». Et je vais l'expliquer aux autres. Non, la parentalité, ça se construit chaque jour. Ça s'étaye via de multiples sources, via la littérature et la documentation, mais via l'expérience aussi. La nôtre et celle des autres, celle de personnes en qui on a confiance. La parentalité, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une recette. Il y a ce que nous dit la science, et encore même elle évolue. Alors qui nous dit que la science de demain ne nous expliquera pas qu'en fait, là maintenant, on faisait de la grosse merde. Du coup, les meilleures armes d'un bon parent, c'est la tempérance, le discernement et celle qu'on oublie trop souvent, la confiance en une chose cruciale, c'est que si on est un parent qui prend le temps de réfléchir à comment faire, à comment mieux faire, on est un bon parent. On n'est pas le meilleur, mais on est un parent, un vrai, un digne de ce nom. Et on n'est pas obligé de se retrouver dans l'un ou l'autre de ces clichés qu'on nous sert, soit le boss final du parent, soit l'hystéro de service. Voilà. Et pour terminer, je vous conseille vivement ce livre qui, en plus de proposer une approche inédite sur la question de la parentalité, est aussi vraiment très agréable à lire. Souvent, ce genre d'ouvrage a une visée purement informative, documentaire, théorique, et les auteurs ont du coup un style très neutre, très descriptif, et sans recherche littéraire particulière. Là, comme je le disais, on a un bouquin super agréable à lire, le style est vif, souvent drôle, très imagé, très actuel, et il y a beaucoup de romans qui ne peuvent se targuer de m'avoir autant captivé. Oui, cet ouvrage se dévore
comme un roman. Et ce faisant, il distille sans forçage, sans bourrage de crâne, des idées vraiment essentielles. Et il a, j'en suis persuadée, le pouvoir d'aider un bon paquet de parents à se sentir mieux, à démystifier les mascarades qu'on leur sert et au final, à se départir du poids d'une culpabilité qu'ils n'ont pas à porter. Je remercie vraiment Aude Sécheret et Vincent Joly d'avoir écrit cet ouvrage sur la parentalité et j'espère qu'il trônera un jour aux côtés de ceux de Filiosa et autres Guéguen, en tête de gondole des rayons dédiés de nos librairies, ou alors même dans un rayonnage inédit des librairies. Un rayonnage encore à inventer dans la mesure où les auteurs expliquent ne pas souhaiter œuvrer pour le développement personnel des lecteurs, mais militer pour la nécessité d'un développement collectif. J'adore ce terme, autant que je déteste celui de parentalité positive d'ailleurs, entre parenthèses, qui est épinglé aussi sévèrement dans ce livre que dans la plupart de mes podcasts. Non coupable est un livre de développement collectif, ce qui présuppose l'écoute, l'empathie et l'entraide, mais aussi l'indulgence envers soi autant qu'envers les autres, et la nécessité d'être conscient et content de tout ce qu'on accomplit déjà. Et bien entendu, comme je le fais les rares fois où j'assume à 200% d'inciter à l'achat d'un bon produit, j'ai mis un lien affilié en barre d'infos si vous souhaitez vous le procurer. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce contenu, merci aussi de vous abonner à la chaîne en cliquant sous la vidéo et de partager le lien vers celle-ci sur vos réseaux. On se retrouve très bientôt pour plein de nouveaux podcasts et en attendant, soyez sages.